Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, en cette soirée du lundi 6 mai 2024. À la une de l'actualité de ce jour, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, est actuellement à Abu Dhabi pour assister au congrès AIM, qui est une plateforme d'investissement visant à créer des opportunités d'investissement en maintenant la solidarité et en développant les relations économiques entre le pays. Ce congrès qui se tiendra du 7 au 9 mai. Des thématiques essentielles telles que l'économie, l'industrie et l'investissement seront au cœur des discussions et débats lors du congrès AIM 2024, 13e édition. Le président malgache Andry Rajoelina, étant invité d'honneur du roi des Émirats, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participera activement au débat de haut niveau. Seul chef d'État invité à ce congrès, le président de la République de Madagascar a été accueilli par le ministre d'État pour le commerce extérieur d'Abu Dhabi, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, à son arrivée. Sa présence est une occasion unique de mettre en avant les intérêts de Madagascar et de renforcer les liens diplomatiques et économiques avec les autres nations présentes. Ayant pour thème s'adapter à un paysage d'investissement en mutation, exploiter un nouveau potentiel pour le développement économique mondial, cette 13e édition de l'AIM est le rendez-vous avec des leaders de l'industrie. Ce congrès abordera également un certain nombre de sujets comme l'impact de la roue mondiale de l'investissement ou du changement climatique. Ce sera également l'occasion de promouvoir les objectifs de développement durable ou ODD. Dans un autre sujet, 64% des routes à Madagascar sont actuellement en mauvais état, selon les statistiques du ministère des Travaux publics. L'une des raisons en est le manque d'entretien. Ainsi, le gouvernement a concocté une nouvelle stratégie à travers l'agence routière. Il s'agit notamment de la mise en place de la stratégie Embror pour améliorer l'entretien des routes à Madagascar. Embror interviendra sur 10 tronçons de route pour cette année 2024. Reportage signé Anne Martina et L'une des raisons de la détérioration actuelle de la plupart des routes à Madagascar est le manque d'entretien, selon les explications. D'après les statistiques publiées par le ministère des Travaux publics, 64% des routes à travers l'île sont actuellement en mauvais état. Afin de renforcer et de maintenir la qualité des routes à Madagascar, le gouvernement a développé une nouvelle stratégie à travers l'agence routière, le MROR ou le marché routier à obligation de résultat. 10 tronçons de route débutera la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie à Madagascar, à savoir la RN9 de Tuliar à Nalamisampi, RN44 de Muramank à Boissar, RNS 65 Rokadni à Giv, RN43 Swavnanjin à Faratiu, RN43 Faratiu à Sambain. Quant aux routes secondaires, la RN41 à Mbouch à Fanjin, la RR62 à Batulon à Mantassou, la RR20 un Batfout à Jamasn, la RR19 Talatan Vulnunj jusqu'à Sadabé et la RR36 Maït vers Farahansan font partie des routes secondaires qui en bénéficieront. Selon les informations, l'appel d'offres sera lancé en juillet pour les entreprises impliquées dans la construction et l'entretien de routes. Aujourd'hui, un atelier a eu lieu pour informer tous les acteurs sur cette nouvelle stratégie financée par la Banque mondiale. Et la cérémonie d'ouverture officielle de la réunion préparatoire à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance et des forces armées a eu lieu aujourd'hui au sein du ministère des Forces armées. Comme chaque année, tous les membres du CTNO ou du Comité technique national d'organisation coordonnent et organisent tous les événements dans le cadre de cette célébration. Mervoulet Sferen sur les images de presse d'Enilson. Comme chaque année, une cérémonie militaire et une grande célébration avec la population malgache marqueront le 26 juin, célébration du 64e anniversaire de l'indépendance et de la formation de l'armée malgache. Chaque année également, un comité technique réunissant des représentants de la présidence de la République, des représentants de chaque ministère et d'autres entités concernées par la célébration est mis en place sous la direction du ministère des Forces armées. Pour cette année, c'était aujourd'hui l'ouverture officielle de la réunion préparatoire à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance et de la formation des forces armées.
Les membres du CTNO se réuniront 2 fois par semaine. L'objectif de cette réunion est de concevoir le thème et le logo de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance. Ensuite, la réception des dossiers pour le recrutement du nouveau directeur général du bureau indépendant anticorruption ou BIANCO est ouverte à partir d'aujourd'hui selon le communiqué du CSI ou Comité de sauvegarde de l'intégrité. Le mandat de l'actuel DG prendra fin dans 3 mois. Un comité ad hoc de recrutement est donc créé à cet effet. Adan Martina, Enzar, Ranjiantsu. La loi 2016-020 du 22 août 2016 fixe la durée du mandat du directeur général du BIANCO à 5 années non renouvelables par arrêté du président de la République. 3 noms seront proposés par la moitié des membres du comité ad hoc de recrutement créé par le CSI. Dans cette optique, l'appel d'offres a été publié ce jour, étant donné que le mandat de l'actuel DG prendra fin le 6 août 2024. Ce comité ad hoc de recrutement a été créé. Il est constitué du président du CSI, d'un représentant du Premier ministre, d'un représentant du ministère de la Justice, d'un représentant de la Gendarmerie nationale, d'un représentant de la Police nationale, d'un enseignant de l'Université d'Antananarivo, d'un membre de la société civile, d'un membre du secteur privé et d'un membre de la profession juridique. Après sélection des dossiers, ils proposeront 3 noms au président de la République qui a le dernier mot. Le CSI a confirmé aujourd'hui que la sélection se fera dans la transparence. En santé, la Semaine internationale des infirmiers débute aujourd'hui 6 mai et durera jusqu'au 12 mai. Madagascar est parmi les pays qui marquent cette semaine à travers diverses activités sanitaires tenues par l'Ordre des infirmiers de Madagascar. Cela se fait dans la réalisation de l'objectif « La santé pour tous ». Reportage de Rad Ramanzatov. Le CSB de Dansaman, dans le 2e arrondissement de la capitale, a accueilli le début de la célébration de la Semaine internationale des infirmiers à travers les activités de santé pour tous tenues par l'Ordre des infirmiers de Madagascar. Des activités comme le dépistage de la malnutrition chez les enfants, le dépistage du diabète ou du VIH, mais aussi la tenue de circoncision collective gratuite a marqué ce début de la Semaine des infirmiers. Selon le président de l'Ordre des infirmiers, il s'agit d'activités de soins dans le domaine de compétences des infirmiers qui ont été effectuées afin de prodiguer des soins de proximité à la population les plus vulnérables. Les activités ne s'arrêteront pas dans la capitale, mais s'étendront aussi dans la région Antsnanan. Les associations d'infirmiers se donnent la main avec l'Ordre des infirmiers pour la tenue de ces activités. Et les dépenses mensuelles d'un foyer utilisant des lampes solaires distribuées depuis le mi-décembre 2023 ont connu des réductions jusqu'à 30 000 arrières selon les informations. Nos journalistes ont visité aujourd'hui 2 de ces foyers, un Boudiati, Ruth, Christelle Ragout-Melel et Yves-Janel. Florent fait partie des familles ayant bénéficié du projet présidentiel inscrit dans la politique générale de l'État à Zavanawanao. Il est veuf avec 2 enfants à charge et travaille comme gardien de bornes-fontaines à Mboudiad et Mboumanaren. Auparavant, il dépensait environ 600 arrières par jour pour louer des ampoules car, n'ayant pas pu s'acquitter de sa facture, la Jirama lui a coupé l'électricité. Actuellement, en utilisant les 2 lampes solaires fournies à travers le projet Azavanawanao, il peut économiser 18 000 arrières par mois avec lesquels il peut payer sans retard les frais de scolarité de ses enfants qui étudient dans une école privée. Jacqueline a également reçu de telles lampes. Elle payait 200 arrières de pétrole par jour auparavant, ce qui en plus avait provoqué chez elle une affection respiratoire. Elle a donc été obligée d'utiliser des bougies. Une dépense de 600 arrières par jour et après le calcul des dépenses, elle a finalement opté pour une lampe torche. Jacqueline n'a pas d'emploi fixe, elle fait des petits boulots. L'utilisation de ces lampes solaires dans le cadre du projet Azavanawanao l'a grandement aidée financièrement. En effet, elle peut dorénavant contribuer au paiement des frais de scolarité de ses petits-enfants. En somme, l'utilisation des lampes solaires affecte directement les foyers bénéficiaires. En plus, cela réduit les risques d'incendie domestique et protège l'environnement. Tous les ménages devraient en bénéficier, notamment les plus vulnérables sur l'ensemble de l'île.
C'est pour cette raison que lors du Conseil des ministres de mercredi dernier, le président de la République André Rajoelina a demandé à tous les responsables du gouvernement de collaborer pour leur distribution. Les ministres coachs de chaque région coordonnent la répartition selon les instructions. Dans un tout autre contexte, la ministre des Affaires étrangères et à la fois ministre de la Communication et de la Culture par intérim a effectué une visite dans 5 districts et communes de la région Vakna-Karaj en fin de semaine. Une visite qui marque la réalisation de l'un des 3 points de la politique générale de l'État, qui est la valorisation du capital humain à travers des actions sociales. À cette occasion, la ministre des Affaires étrangères a appelé les citoyens à venir voter lors des élections législatives du 29 mai prochain. La ministre des Affaires étrangères et à la fois ministre de la Communication et de la Culture par intérim a débuté ses actions sociales pour les personnes vulnérables financièrement, les personnes ayant des handicaps, mais aussi au niveau des CSB, ici dans la capitale de la région Vakna-Karaj. La ministre a échangé avec ces personnes présentant des handicaps et leur a offert des vivres. Quelques milliers de personnes sont en situation de handicap dans la région. Elles ont besoin d'appui et de soutien. Selon la ministre des Affaires étrangères, ces dernières ne sont pas considérées comme des laissées pour compte, car l'État sera toujours à leur côté à partir de maintenant. Par ailleurs, ces personnes en situation de handicap jouissant pleinement de leur droit de vote ont affirmé qu'elles iront voter le 29 mai prochain. La visite de la ministre Rassatarafarvavtavk s'est poursuivie dans les communes de Vnankarin et Ampitatavk à travers le don de matériel, d'équipements et de vivres pour les malades et les personnes vulnérables. Cette visite de la ministre entre dans le cadre de la réalisation de la politique générale de l'État, notamment la valorisation du capital humain à travers des actions sociales. Des actions sociales qui ont continué au niveau des personnes vulnérables d'Anjan Malenach et d'Atanfutsi. Une occasion pour la ministre des Affaires étrangères et à la fois ministre de la Communication et de la Culture par intérim de sensibiliser les citoyens à voter lors des élections législatives du 29 mai prochain. En résumé, 5 communes et districts de la région Vakna-Karaj ont été visités par la ministre des Affaires étrangères à Rassatarafarvavtavk samedi dernier. Et le centre du synode régional d'Antananarivo-Ouest, SPA-10, est achevé et a été présenté aujourd'hui. Une infrastructure qui peut être utilisée par tous pour promouvoir le capital humain. Le gouvernement, à travers la région Analamang, a contribué à sa construction. Maman Olga Rajoelina, la mère du président de la République, a assisté à la présentation de ce centre aujourd'hui. Frangicelle Mireille sur les images de Yves Janel. Ce centre de synode régional d'Antananarivo-Ouest, au sein de l'église FJKM, se trouve à Mboïba ou Anteirouk. Ce lieu est dédié au culte, à la formation et aussi au développement humain, selon les informations. Le comité au sein de ce centre a commencé les travaux de construction. Et après le Covid, ils ont demandé l'aide du gouvernement pour la terminer, ce qui a été fait à travers la région d'Analamang. Il peut être utilisé par tous les fidèles, quel que soit le synode auquel ils appartiennent. Maman Olga Rajoelina, la mère du président de la République, a assisté à la présentation de ce centre aujourd'hui. Passons à présent aux actualités internationales. Israël a commencé lundi 6 mai à évacuer 100 000 personnes de l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où l'armée prépare une offensive d'ampleur dans sa guerre contre le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce depuis des semaines une offensive prochaine sur Rafah, qu'il présente comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste dans le territoire palestinien. France 24. Par tous les moyens, même les plus rudimentaires, ces habitants de Rafah quittent la ville, confrontés à la perspective de plus en plus tangible d'une offensive terrestre israélienne. Ce lundi matin, l'armée a publié un ordre d'évacuation. Les civils seront progressivement guidés des zones spécifiées de l'est de Rafah vers la zone humanitaire. Les appels à se rendre temporairement dans la zone humanitaire seront diffusés par le biais de prospectus, de messages SMS, d'appels téléphoniques et d'émissions en arabe. La zone concernée, ici en rouge, se trouve dans l'extrême sud-est de la bande de Gaza. Nombre d'habitants visés par l'ordre d'évacuation, 100 000 selon l'armée israélienne. Ils seront dirigés vers une zone côtière, ici en blanc, comprenant notamment Khan Younes. Selon l'armée, de l'eau, de la nourriture, des médicaments, des tentes ou encore des hôpitaux de campagne y ont déjà été installés, comme ici dans le secteur d'Al-Mawassi.
Selon Israël, l'entrée de ces troupes dans Rafah où 1 200 000 Gazaouis s'entassent dans des conditions humanitaires désastreuses est la condition indispensable pour anéantir les derniers bataillons du Hamas. Un objectif crucial, au point de faire fi de l'opposition des États-Unis, encore réitéré vendredi par le secrétaire d'État. Le président a été très clair sur ce point. En l'absence d'un plan crédible pour protéger réellement les civils qui sont en danger, nous ne pouvons pas soutenir une opération militaire d'envergure à Rafah car les dommages qu'elle engendrerait sont inacceptables. Et nous n'avons pas encore vu de plan crédible. Un haut dirigeant du Hamas a d'ores et déjà averti que l'ordre d'évacuation de Rafah constitue une escalade dangereuse qui aura des conséquences. Au Togo, 6 jours après le scrutin couplé des législatives et des régionales, les résultats provisoires ont été annoncés la nuit dernière par la Commission électorale nationale, la CENI. Le parti présidentiel uni remporte la majorité à l'Assemblée nationale avec 107 sièges sur 113. Les résultats doivent être encore validés par la HCC et la CENI n'a pas encore donné de tendance officielle des élections des conseillers régionaux. Reportage sur les images de France 24. Écoutez, les résultats provisoires, ceux de la Commission électorale nationale, ont été retransmis en direct. C'était samedi soir, aux alentours de 23 h, sur 2 télévisions togolaises. Alors ces chiffres officiels donnent une victoire écrasante, vous l'avez dit, au parti présidentiel, le parti UNIR, l'Union pour la République, qui rafle près de 95% des sièges à l'Assemblée nationale, précisément 103 sièges sur 113. Le reste, 5 sièges, revient au grand parti d'opposition, un pour l'ANC, un pour la BMP, un autre pour les FDR et enfin 2 pour le parti ADI. Le taux de participation est, lui, de 61% selon la commission électorale. Alors, les organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine s'étaient dites satisfaites de ces élections. Les envoyés spéciaux des chaînes internationales n'avaient pas été autorisés à couvrir ces élections. Des élections qui se sont déroulées sur fond de contestation et de manifestations interdites. 3 semaines avant le jour du scrutin, eh bien, les députés avait voté un changement de constitution. À présent, eh bien, dès que la loi sera promulguée, eh bien, le régime passera officiellement d'un système présidentiel à un système parlementaire. Résultat, eh bien, l'actuel président Faure Gnassingbé ne sera plus soumis à la présidentielle en 2025 parce que selon la nouvelle constitution, il deviendrait le président du Conseil des ministres parce que c'est lui actuellement qui est le chef du parti majoritaire au Parlement. Et cette fonction, eh bien, n'est plus soumise à la limitation de mandat. Le ministre togolais Gilbert Bawara a affirmé chez nos confrères de RFI que la victoire du parti présidentiel valide à présent le projet de loi. L'opposition, de son côté, par la voix de Jean-Pierre Fabre, dénonce des fraudes massives et un processus électoral déséquilibré. Et la diplomatie américaine a accusé le Rwanda d'être à l'origine d'un bombardement sur un camp de déplacés de la périphérie de Goma en RD Congo. Ce bombardement a fait au moins 9 morts et 33 blessés vendredi. Kigali a recusé samedi cette affirmation, la qualifiant de ridicule et d'absurde. France 24. Parmi les débris et les tentes, ces réfugiés dans l'est de la RDC sont sous le choc. Vendredi dernier, le camp de déplacés de Mugunga, situé à la périphérie de Goma, a été bombardé, tuant au moins 9 personnes et blessant des dizaines d'autres. Nous nous sommes réveillés le matin pour constater que des missiles étaient tirés d'ici sur les positions du M23. Au bout d'un moment, le M23 a riposté et un premier missile est tombé à la limite du camp Rego, un autre à Boulengo et un dernier ici, dans ce camp. Depuis novembre 2021, les rebelles du groupe M23 ont repris les armes après plusieurs années de sommeil et se sont emparés de plusieurs villes du Nord Kivu, allant jusqu'à encercler presque entièrement Goma. Bien que l'origine des bombardements n'est pas clairement établie, Kinshasa et Washington ont condamné l'attaque et accusé Kigali d'être responsable de la tragédie. Les États-Unis condamnent fermement l'attaque lancée aujourd'hui par les forces de défense rwandaises et les positions du M23 contre le camp de personnes déplacées de Mugunga, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est essentiel que tous les États respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun.
Le Rwanda a réfuté les accusations d'avoir des liens avec le groupe rebelle et a répliqué à la déclaration des États-Unis. C'est ridicule, Matthew. Comment en arrives-tu à cette conclusion absurde? Les FDR, une armée professionnelle, n'attaqueraient jamais un camp de personnes déplacées. Regardez les FDLR et Wazalendo, sans foi ni loi, soutenus par les FARDC pour ce genre d'atrocités. D'après l'Agence des réfugiés de l'ONU, depuis le début des affrontements, 3 300 000 personnes ont été déplacées dans les seules provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.